Par là, 130 hectares. Par là, 100 hectares. Dans cette direction, 330 hectares. Je suis un agriculteur d'un type évidemment un peu particulier puisque cette exploitation comporte 800 hectares. Dans les environs, on l'appelle parfois l'usine. Comment faut-il le comprendre? Et les maisons ouvrières que j'ai fait construire. Construisant des maisons, donc un investissement coûteux, il me fallait avoir un personnel qui puisse avoir du rendement. Un excellent rendement du personnel et pour cela avoir des machines très modernes qui permettent d'avoir le minimum de main-d'œuvre en temps et en argent dans le produit fini. M. Nézère est agriculteur dans l'Aube. Je suis ici depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaillais chez mes parents dans la Marne, sur une exploitation d'environ 50 hectares. Oui. Alors avec un salaire minime, je suis venu ici travailler dans une ferme assez importante pour gagner au minimum le double. Et ça fait combien le double? Ben, gagner ma croûte. Oui. Et quels sont les avantages que vous avez? On est premièrement levé, on est bien levé. Il faut avoir premièrement les vacances en été, un peu en hiver. À la ville, il faut déjà avoir une certaine situation pour arriver à un salaire assez haut. Qu'est-ce que vous entendez par situation? Premièrement, être assez instruit pour avoir une place assez haute. Par les primes, il semble que ce soit pour le contremaître, pour moi-même, plus facile. D'ailleurs, mon contremaître pourrait vous le dire, ça évite de crier, ce qui ne sert à rien d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui s'en fichent. Mais il n'y a pas de raison que celui qui fait des blagues ne soit pas un peu pénalisé, puisque la prime est en plus d'un salaire. Au moment des événements du mois de mai, j'étais justement parti en Espagne en vacances. Je ne suis pas revenu pour autant, il n'y a eu aucun problème dans l'exploitation. Et je ne vois pas pourquoi il y en aurait eu. Les ouvriers seraient pénalisés eux-mêmes. Est-ce que vous êtes syndiqué? Non, non, je ne suis pas syndiqué. Pourquoi? Jamais pensé. Et premièrement, avec le salaire que j'ai, je n'ai pas à me plaindre. Oui. Je suis céréalier, je suis betteravier et je suis en même temps éleveur. Je suis sur le plan départemental président de l'organisation Ovine. Je suis vice-président de la maison d'élevage. Je suis vice-président de la coopérative lainière de la Champagne et de l'Est. Pendant 3 ans, nous avons cherché des fermes à louer. Nous n'en avons pas trouvé et nous avons acheté cette ferme, évidemment, à un prix qui était bas, mais ça ne valait pratiquement rien puisque c'était dans le camp de Mailly et tout le monde pensait que c'était impossible d'y faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de terre à louer? À mon avis, tout simplement, c'est parce que la politique des fermages, comme celle des loyers d'ailleurs, est mauvaise, parce que le loyer ne correspond en rien à la valeur de la terre, à la valeur du foncier. Je suis également vice-président d'un groupement de producteurs. Je suis vice-président de l'Institut technique Cauvin et Caprin. Oh, j'ai peut-être oublié quelques petites choses. Mes parents, mes arrière-grands-parents, et ceux-ci depuis des siècles, étaient paysans. Mon père était métayer sur cette ferme, 36 hectares. Il donnait la moitié des produits aux propriétaires des terres, celui qu'on appelait Monsieur notre maître. En 1954, avec mon frère, on a repris cette ferme et on pensait bien s'en sortir, s'équiper, s'engager dans la voie du progrès,
devenir des petits patrons. Puis au fond, quand je vois ça maintenant, non, on n'a pas gagné cette partie. On s'est même plutôt enfoncé. Les Lambert avaient, près de Nantes, une ferme traditionnelle. Ils se sont lancés depuis quelques années dans l'élevage industriel des poulets, ce que les paysans appellent l'agriculture intégrée. Je reçois des poussins d'un jour. Je reçois les aliments de la firme, je suis le programme d'alimentation, je procède à l'enlèvement quand on me dit qu'il faut les enlever, j'obéis aux ordres qui me viennent de l'industrie. Vous vous êtes endetté pour combien de temps? Avec le crédit agricole pour 7 ans, avec les autres emprunts que je rembourserai après, au total pour 12 ans. Lambert travaille pour une coopérative, mais il pourrait avoir un contrat avec une grande firme privée comme celle-ci. Première étape, l'aliment. Il est conçu pour le meilleur rendement au plus juste prix. Alors comment fonctionne ce système des contrats d'intégration que vous passez avec les agriculteurs? Alors là, si vous voulez, il y a un collaborateur de la société qui est en même temps administrateur, qui s'appelle M. Cauchy, et qui va vous répondre avec beaucoup de compétences. Il ne s'agit pas en réalité d'intégration, car l'éleveur reste le maître d'œuvre de son élevage, et nous ne faisons que lui apporter un contrat au terme duquel nous lui reprendrons au terme de son élevage les produits qu'il aura élevés à des conditions particulières qui, si l'élevage est réalisé de manière suffisamment efficace, lui apporteront un revenu qui lui permettra de vivre d'une manière confortable. Deuxième étape, les poussins d'un jour. Confiés par bande aux agriculteurs, ils sont sexés par des Japonais. Les Japonais sont les sélectionneurs les plus rapides du monde. L'an dernier, j'ai obtenu une moyenne qui est à peine supérieure au SMIC et j'ai fait de bonnes bandes. Si j'avais eu de mauvaises bandes, j'aurais eu un revenu inférieur au SMIC. J'ai d'abord dans la coopérative la banque, c'est le Crédit Agricole, qui me prête de l'argent. Cette banque ne peut pas faire autrement que d'exiger une rentabilité des capitaux qu'elle a prêtés, un intérêt. Elle ne peut pas faire autrement que d'exiger un auto-investissement prélevé sur les revenus de l'entreprise, donc au détriment de mon revenu à moi. Elle ne peut pas se préoccuper de savoir si j'ai un revenu ou si j'en ai pas. Il y a le mécanisme du fonctionnement de l'entreprise qui prime. Et puis deuxièmement, j'ai les acheteurs. L'ensemble des acheteurs ne peut pas se préoccuper quand ils achètent les produits de savoir si, malgré la technicité très avancée, malgré les bas prix de revient que j'obtiens, de savoir si je suis payé de mon travail. Ces investissements-là, c'est une propriété illusoire. Ils seront dépassés techniquement et inserviables avant même d'avoir été amortis, d'avoir les emprunts remboursés. Le progrès technologique va plus vite que les durées d'amortissement. Troisième étape, quand les poulets ou les dindons sont adultes, la société les rachète au cours du marché. Monsieur Guillaumard préside la plus grande firme française privée pour la fabrique des aliments et la commercialisation des poulets. Alors, nous considérons qu'un producteur agricole prend deux sortes de risques. Un premier risque qui est le risque technique, c'est-à-dire celui de produire
un certain nombre de kilos d'animaux avec un certain nombre de kilos d'aliments. Et puis alors, un deuxième risque, qui est un risque qu'il maîtrise beaucoup moins bien, qui est le risque commercial. Nous considérons que l'éleveur, qui est généralement, par la nature des choses, situé dans la campagne, ne possède pas nécessairement les mêmes moyens d'information que les entreprises de commercialisation qui s'appellent les abattoirs de volailles. Nous considérons donc qu'il est normal que le risque commercial d'une production soit pris par ceux qui sont les mieux placés pour mettre cette production dans le commerce et laisser à l'éleveur le risque de ce qui est son propre métier, c'est-à-dire produire un animal de qualité et en quantité qu'il souhaite produire selon la dimension de son élevage. Les poulets sont fragiles. En voulant les filmer, notre éclairage les a affolés. 740 sont morts. J'ai des risques. J'ai des risques. On essaie, entre éleveurs, dans beaucoup de groupements comme le mien, de les supporter collectivement. On a des caisses de compensation. On travaille effectivement sur du vivant et il est facile de voir la matière première disparaître purement et simplement, comme c'est le cas là. Mais c'est au détriment de notre revenu général. On reprend ça sur nos prix d'acompte. Et il ne peut pas en être autrement. Dans l'usine Guillaumard, on conditionne les dindonneaux avant de les expédier. Je travaille ici depuis 3 ans et demi, à peu près. Mes parents sont agriculteurs, enfin ils ont une ferme, une vingtaine d'hectares. Puis... Combien gagnez-vous ici? Enfin, je sais pas, ça varie. Enfin, il y a des mois c'est plus fort, des mois c'est moins fort. Enfin, Ça vous plaît comme travail? oui. Mieux que sur la ferme? Oh oui. Pourquoi? Je sais pas, parce que sur la ferme, alors on travaille, mais au bout de la journée, on n'a pas. On dit qu'autrement, on a quand même le salaire au bout du mois. Tout l'argent que je gagne, c'est pour aider mes parents, pour acheter du matériel agricole. Même pour vivre aussi, forcément. Tous mes camarades sont filles d'agriculteurs comme moi. On produit de la matière première. Cette matière première est reprise par une industrie qui l'écoule auprès de supermarchés. Le monde agricole se voulait éternel et uni. Aujourd'hui, il s'agite et se divise devant l'évolution économique, selon le type d'exploitation, l'âge, la région. Les jeunes se posent la question de leur avenir, dans ou hors de l'agriculture. Il ne s'agit plus seulement de prix, mais de politique économique, de parité des revenus. L'agriculture ne peut plus rester en marge des progrès de la société. Alors, certains mettent en cause ces sociétés. Bernard Lambert étonne cela. Au cours de cette réunion, dans le Morbihan, il a rencontré Joseph Potiron. Un paysan, c'est une contradiction permanente. C'est en même temps un prolétaire et un patron. Et c'est souvent un propriétaire. Enfin, moi, personnellement, je ne me bats pas pour défendre ma condition de paysan, mais je me battrai pour défendre ma condition de travailleur. Et même si demain je ne suis plus agriculteur pour une cause quelconque, ce que je ne souhaite pas, parce que je me vive à la terre, eh bien, je pense que je me battrai encore, même si je ne suis plus paysan, mais je me battrai pour défendre ma condition de travailleur, qui pour moi est la chose essentielle. Faut bien dire qu'en agriculture, tous les agriculteurs ne sont pas sur la même position. Il y a des agriculteurs qui emploient de la main-d'œuvre salariée en grande quantité, qui ont de grandes exploitations, qui travaillent peu eux-mêmes, et qui sont... Oui, mais là, je t'arrête tout de suite. Si pour toi, ça, c'est des agriculteurs, c'est peut-être des agriculteurs, comme tu dis, mais c'est pas des paysans. C'est des capitalistes. Ah ben, d'accord.
Je crois qu'il y a... Alors, il y a ensuite, je pense, des agriculteurs comme ceux de nos régions qui ont cherché à trouver une activité parce qu'ils n'avaient pas d'emploi dans l'industrie, parce que leur profession traditionnelle rapportait peu. Ils ont investi, se sont endettés jusqu'au cou. Et à partir du moment où ils se sont endettés jusqu'au cou, ils dépendent des industries agricoles et alimentaires. Et puis enfin, il y a les agriculteurs qui n'ont plus d'espoir, qui, voyant qu'il n'y a pas de débouché, n'attendent plus qu'une chose, la retraite. En disant les enfants vont partir, ils deviendront facteurs, gendarmes, ouvriers, ils prendront leur musette, ils iront travailler à Paris, ailleurs. Roanne. Autour de la ville, les paysans abandonnent les montagnes pour chercher du travail. Monsieur Duverger s'est embauché dans une usine à papier, avec sa femme et son fils aîné. Mais ils habitent toujours dans leur ferme. Pour se rendre à son travail, il traverse la Loire, matin et soir. personnel est surtout d'origine paysanne. Nous avons à peu près 80% de notre personnel qui vient de la terre, des communes des environs. Et en particulier des hommes qui ont autour de la quarantaine d'années, qui s'aperçoivent maintenant que leur terre n'est plus rentable et qui viennent demander de l'embauche. Ils savent qu'ils trouveront avec notre fabrication du travail qui leur convient, parce qu'en allant à la ville, ils ne pourraient pas s'adapter, ils n'ont pas de formation professionnelle. Quand je suis arrivé ici, quand j'ai loué la ferme, là, je pensais m'agrandir et j'ai perdu des bêtes. Et après, je voyais des bêtes tout autour de moi. Alors j'ai pris le cafard. Je me suis loué à Saint-Cyr. Et j'étais plus mon patron. À force disputé par la famille, j'ai rentré en usine. Ça me plaisait pas, l'usine. Pourquoi? Trop renfermé. Et alors, elle vous disait quand même d'aller travailler en usine? Oui, oui. Et vous refusiez toujours? Oui, oui. Vous avez refusé combien d'années? Oh, 1 an ou 2. Et le pointage, pour pointer tout, c'était dur. C'était enfermé. Et vous faisiez des reproches? Des reproches. Quel genre de reproches? C'est pas de ma faute. Il semblait que j'étais un bon rien. Après, j'ai vu que c'était pas de ma faute. Avant, j'étais là-haut, mon petit patron, et à présent, je fais des confettis avec ma femme et mon fils. Confettis. Confettis. Des confettis. 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 Quitter la terre ou y rester. Travailler en usine, l'adaptation est évidemment plus facile pour les jeunes.